Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau JT Breton. Au sommaire de votre édition régionale, la campagne a repris pour les militants de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron. Nous les avons suivis dans le Morbihan. Une rencontre aussi dans cette édition. Alan est atteint de troubles autistiques et il vient de créer sa propre entreprise. Et puis une idée originale d'une bijouterie costa-armoricaine, utiliser la 3D pour façonner des prototypes de bijoux. Dans le Tuplex, on va retrouver Benjamin Bréon. Bonjour Benjamin. Bonjour Julie. Et vous allez nous parler d'une page qui se tourne. Oui, ce sont 10 ans sur l'île de Quéménès en mer d'Iroise qui vont prendre fin. Eh bien, vous nous raconterez ça dans un instant, Benjamin. Bienvenue à tous dans cette édition du mercredi 26 avril 2017. Politique pour démarrer et la campagne de second tour bat son plein 2 jours après l'annonce des résultats. Dans le Morbihan, les militants vont à la rencontre des électeurs. Le défi est plus grand encore pour les soutiens de Marine Le Pen. En Bretagne, la candidate du Front National est arrivée en 4e position et les marchés restent toujours des lieux propices pour parler politique. Fanny Cocognier. Un échange de bons procédés Si vous voulez, mais... Ça vous permettra de mettre un vrai programme. Ouais, nous, il y a longtemps qu'on a le programme. Le ton est donné entre les militants des 2 finalistes à l'élection présidentielle. Ce matin sur le marché de Vannes, les soutiens d'Emmanuel Macron ont retrouvé leur poste. Pour les militants d'En Marche, le premier message à faire passer est simple. Allez voter parce que, vous savez, une victoire n'est jamais assurée. Le premier adversaire, ça reste quand même le Front National et Marine Le Pen, bien sûr, mais l'abstention est quelque chose qu'on doit absolument éviter. Il faut que les électeurs s'intéressent vraiment aux propositions des 2 candidats pour participer à cette citoyenneté, et cette élection est quelque chose de très important. Pour ces électeurs, le choix est fait avec plus ou moins d'enthousiasme. Je vote par défaut, je ne pose pas de questions. Je me suis posée au premier tour, mais je ne m'en pose pas du tout pour le deuxième. Vous avez fait votre choix ? Ah oui, moi c'est fait déjà, oui. Je n'ai pas hésité dès le départ. À quelques dizaines de mètres, revigorés par la venue de notre caméra, les militants du Front National ont mobilisé fortement. Pour eux aussi, l'enjeu est simple. L'enjeu, c'est de remobiliser tous les électeurs qui n'ont pas voté pour Marine Le Pen au premier tour, afin de les inciter à voter pour Marine Le Pen, qui est la seule à pouvoir sauver la France aujourd'hui. Nous voyons des gens, notamment qui avaient voté pour M. Fillon au premier tour, qui nous disent clairement qu'ils ne pourront pas voter pour Emmanuel Macron et qu'ils voteront pour Marine Le Pen. Face à eux, les réactions sont très clivées, parfois un enthousiasme très clair. Oui à Marine Le Pen. Voilà. Oui à la France. Vous êtes content de voir les militants ce matin sur le terrain ? Les militants de Marine Le Pen, oui, bien sûr. Parce qu'à chaque fois, on nous dit que nous sommes des fachos. On n'est pas des fachos. Parfois, les réactions épidermiques. Arrêtez de répéter ces choses qui ne veulent rien dire. Heureusement, ça ne passera encore pas cette fois-ci. Détrompez-vous. Pour les militants, il reste 9 jours pour faire campagne. Le directeur et co-créateur d'Océanopolis part à la retraite le 1er mai. Éric Husneau a eu l'idée de ce parc marin à Brest il y a maintenant plus de 27 ans. Son successeur a été présenté ce mercredi. Il s'agit de Stéphane Maby, formé au marketing et à la communication. Et nous avions rencontré Éric Husneau il y a quelques jours. Il revenait pour nous sur l'origine du parc. À l'université, le labo qui était juste au-dessus du mien, qui est un labo lié aux poissons, il y avait un type qui s'appelait Jean-Paul Allèze. On devient copains, bien évidemment. Et on se dit, finalement, pourquoi on ne créerait pas un petit truc ? Et puis, avec l'argent de l'entrée, on mettrait 2-3 petits aquariums, on ferait un petit bassin avec des phoques à l'intérieur, et puis avec l'argent des entrées, on achèterait des sardines, parce que tout ça coûtait cher quand même. C'est comme ça qu'est né Océanopolis. On imaginait à l'époque 80 000 entrées sur un équipement comme ça. Et on disait, la science n'attire pas. Et on est à Brest. Et la première année, c'est 700 000, je ne sais pas comment on a fait, 700 000 entrées. Il faut se rendre compte de ce que ça veut dire, 700 000 entrées. Et Océanopolis, c'est aujourd'hui l'une des premières destinations touristiques de Bretagne. Depuis sa création, plus de 10 millions de visiteurs sont passés par le parc. Et l'interview était signée Pauline Ferco et Nicolas Gourriou. Un portrait à présent, celui d'Alan dans les Côtes-d'Armor. Diagnostiqué pour des troubles autistiques à l'âge de 10 ans, il a décidé de créer sa propre entreprise, une pépinière de plantes carnivores, une passion qui le suit depuis qu'il est au lycée. Mathilde Kemener. Après 3 ans de démarche et d'attente, Alan a enfin ouvert sa pépinière de plantes carnivores. Pour moi, c'est vraiment reposant de venir les voir, de venir les admirer.
À l'âge de 10 ans, Alan est diagnostiqué autiste Asperger. Il n'a pas de déficience intellectuelle. Au lycée, il quitte le système scolaire et aujourd'hui, l'insertion professionnelle est difficile. On a été visiter des ESAT qui ne correspondaient pas du tout à Alan. Je lui disais, au niveau relationnel, avec toutes les connaissances que tu as, tu vas t'ennuyer. Et les entreprises n'étant pas informées, elles ne mettent rien en place pour accueillir des jeunes autistes et leur permettre de travailler. Et d'un coup, on s'est dit, écoute, ton entreprise, je crois qu'on va la monter. Il lance alors un financement participatif, un véritable succès. En 2 mois, il dépasse la barre des 10 000 € fixés sur le site. C'est quelque chose qui donne une certaine fierté, une certaine envie d'y arriver. Ça donne vraiment de l'espoir, du fait qu'il y ait des gens qui nous aident comme ça. Ce projet de vie, il le porte à 2. À côté des plantes d'Alan, sa mère veut développer une ferme pédagogique. Le but est d'amener le public à eux pour échanger. C'est important vraiment de parler de l'autisme parce que je pense, il y a d'ailleurs une assez méconnaissance sur le sujet, en tout cas en France. Et c'est surtout important de montrer comme quoi une autre voie pour l'emploi des personnes adultes avec autisme est possible. Voilà. Et depuis quelques semaines, ils participent au concours national La Fabrique à Viva. Ils espèrent ainsi recevoir un prix qui leur permettrait de finaliser leur projet. Et on part maintenant prendre des nouvelles des 2 habitants de l'île de Quéménès avec Benjamin Bréon. Alors Benjamin, les Robinson de Quéménès, cette petite île de l'archipel de Molène, retourne sur le continent. Écoutez, oui, après 10 ans sur leur île, alors l'île est ici, on la voit, Soisic et David Cuisnier ont décidé de remettre pied à terre. Alors attention, eux se sont jamais vus comme des Robinson, c'est la presse nationale qui les appelait comme ça. En fait, ils avaient 2 activités principales, l'une plutôt agricole, avec la production notamment de pommes de terre et d'algues, et l'autre touristique, puisque leur gîte accueillait environ 300 personnes par an, leur permettant de conserver malgré tout une vie sociale. Alors pourquoi arrêtent-ils ? Ils avancent plusieurs raisons. D'abord, un désaccord avec le Conservatoire du littoral, propriétaire de l'île. Au début, il faut savoir qu'ils étaient exemptés de la redevance que payent les agriculteurs qui, sur le continent, exploitent les terres de l'île. Mais l'équipe du Conservatoire a changé et désormais, on leur réclame ces sommes. Ensuite, leurs enfants grandissent, bien sûr, et il faut bien, à un moment, normaliser leur scolarité. Et puis enfin, on peut supposer qu'après 10 ans sur ce qui reste, malgré tout, un gros caillou, une forme de lassitude apparaît. Et alors, que va devenir l'île sans habitants ? D'abord, eux entendent bien rester à proximité. Ils vont s'installer au Conquet et depuis le Conquet, ils entendent bien exploiter le champ d'algues sur lequel ils sont, juste au large de Quéménès. Et puis, le Conservatoire du littoral va relancer cet été un appel d'offres pour leur trouver des successeurs. Alors, avis à tous, si la vie sur une petite île en plein milieu de la mer d'Iroise vous fait rêver, vous savez ce qu'il vous reste à faire. L'appel est lancé. Merci beaucoup Benjamin et on trouvera plus de précisions dans le télégramme de ce jeudi. Et si vous achetiez très précisément le bijou que vous avez en tête, celui que vous avez imaginé, une bijouterie de Saint-Brieuc s'est équipée d'une imprimante 3D et depuis 3 semaines, elle propose aux clients de façonner leur création et certains clients semblent conquis. Le reportage de Mathilde Kemener. Dans cette boutique briochine, on peut acheter des bijoux confectionnés sur place à l'étage par 3 artisans. Et désormais, on peut aussi créer sa propre pièce grâce à une imprimante 3D. C'est pas mal, hein. Alors, il faut l'imaginer en or, évidemment. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, il est en résine. Un peu. En Inde, on a acheté une pierre, et dans le but de la faire monter sur une bague. Et puis, on a entendu parler de ce magasin à Saint-Brieuc, voir en plus la bague en 3D. Donc, voilà, aujourd'hui, on est là, et puis on voit ça. Pour réaliser une pièce comme celle-ci, comptez 1 mois de fabrication et 3 rendez-vous de suivi. Le grand intérêt, c'est de pouvoir visualiser le bijou et modifier le bijou sans avoir commencé à travailler dans la matière. Et une fois qu'on a fini le modèle virtuellement, on n'a plus qu'à rebasculer sur nos techniques de bijouterie, de fonte et de polissage et de sertissage, qui sont les techniques traditionnelles de la bijouterie et de la joaillerie. Ici, tous les bijoux sont confectionnés de A à Z par les 3 artisans et vendus par eux-mêmes. On ne sous-traite pas une partie du métier. C'est relativement rare. Dans les grandes maisons de bijouterie, il y a des spécialités. Petit à petit, on est en train de se faire connaître pour ces raisons-là, oui. Une polyvalence qui instaure avec la clientèle une proximité et une convivialité. Et la recette a l'air de plaire. Créée il y a 3 ans, la boutique enregistre une augmentation de son chiffre d'affaires d'environ 30%.
Et découvrons à présent la nouvelle exposition de l'abbaye de Daoulas dans le Finistère. Les photographies vertigineuses d'Éric Valli y sont présentées. Elles nous entraînent au Népal et en Thaïlande à la rencontre de chasseurs de miel et de nids d'hirondelles. Agrippée aux arbres, à peine sécurisée et entourée d'abeilles, les plus grosses du monde, la tribu Radji au Népal vit du miel qu'elle récolte à plusieurs mètres de haut. C'est ce geste risqué que le photoreporter Éric Valli est allé capter en 1987. On voit tout de suite la hauteur à laquelle travaillent les Radji pour récolter ce miel qu'on voit ici. On voit l'essaim en cours de récolte. Ici, on en voit un second qui n'a pas encore été récolté. Et on voit cette foison d'abeilles qui sont quand même assez grosses et surtout leurs protections qui sont assez rudimentaires. Ils travaillent quand même à main nue. Un reportage à voir, mais aussi à entendre. Près de chaque cliché, un bouton pour écouter les anecdotes du photographe. Alors, on se fait piquer malgré nos protections et on se récupère des fois le soir complètement groggy, complètement intoxiqué par ce venin que ces abeilles, en se défendant d'une façon tout à fait naturelle, bien sûr, nous injectent dans le sang. Des photos récompensées et reconnues dans le monde entier, présentées pour la première fois à l'abbaye de Daoulas. Le projet culturel de l'abbaye de Daoulas, c'est la diversité. On est vraiment sur la diversité culturelle en parlant du peuple des Radji, ces chasseurs de miel, mais aussi naturel avec ces décors somptueux, ces arbres majestueux dans la jungle népalaise. L'exposition se poursuit aussi dans les rues de la ville avec une autre série consacrée aux chasseurs des ténèbres. Toujours au perché, le photographe est allé capter la chasse aux nids d'hirondelles par des Thaïlandais, un mets recherché dans ce pays. Quelles sont les images marquantes de ce jour en Bretagne? Tour d'horizon en 60 secondes avec Benjamin Bréon. Les amateurs de belles carrosseries se sont fait plaisir ce mardi à Saint-Malo. Les 245 petits bijoux du Tour Auto étaient en escale dans la cité corsaire. 24 heures de pause avant de repartir direction Nantes. Bonne route. À Landerneau, l'église Saint-Ouardon a retrouvé une horloge neuve et désormais elle donnera l'heure juste plus de 2 fois par jour. D'un diamètre d'1,85 m et lourde de 50 kg, la nouvelle horloge a été construite dans le Maine-et-Loire. Bienvenue à elle et longue vie. Enfin attention, là tel que vous le voyez, ce n'est pas Manuel Crozafon, paisible pêcheur à la mouche à Sainte-Sève dans le Finistère. Pas du tout, c'est Manuel Crozafon, sportif de haut niveau et double champion de Bretagne de la spécialité. Il sera dans 10 jours à Saint-Connan dans les Côtes d'Armor pour le concours de promotion nationale. Bonne chance à lui. Et merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 19 h pour un nouveau point sur l'actualité régionale. Très bonne soirée.